Et aujourd'hui, nous allons lever le voile sur un sujet peu abordé mais pourtant crucial pour bon nombre d'investisseurs, la face cachée de la banque privée. Derrière la promesse d'un accompagnement personnalisé et d'une gestion optimisée de votre patrimoine se cachent souvent des frais importants et parfois des performances qui ne sont pas toujours à la hauteur des attentes. Nous allons donc explorer ensemble ces zones d'ombre, analyser les raisons de ces résultats décevants des banques privées et voir s'il existe des alternatives plus avantageuses. Restez avec nous, vous pourriez très bien être surpris. Et vous le savez, vous pouvez grandement nous aider sur l'art de la gestion patrimoniale. Il vous suffit pour cela de nous laisser un avis 5 étoiles, que ce soit sur Spotify ou sur Apple Podcast. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner. Allez, Jérémy, on commence par expliquer quelles sont les promesses de la banque privée et on verra ensuite, en détaillant, quels sont les frais, les performances et enfin, quelles sont les alternatives à ce type d'accompagnement. Eh bien Guillaume, nous qui étions anciens banquiers privés de BNP Paribas tous les deux, on va déjà expliquer les promesses de la banque privée et pour cela, on va comprendre ce que c'est le rôle d'une banque privée et que veut dire banque privée au final. Et oui Jérémy, car quand on est client d'une banque traditionnelle, que ce soit la BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, etc., toutes ces banques-là ont développé une offre spécifique à destination des clients ayant un certain patrimoine, entre guillemets, financier, qui est placé au niveau de la banque. Le but, c'est quoi? C'est que les banques puissent accompagner de manière un peu plus personnalisée leurs clients à haut potentiel. Et donc pour ça, on a à chaque fois dans les banques un pôle banque privée qui a été créé. Et vous y avez accès à ces banques privées une fois que vous avez atteint un certain niveau d'avoir financier au niveau de cette banque-là. Bien souvent, ça peut être des planchers à partir de 250 000 euros ou 500 000 euros selon les banques privées. Et donc une fois que vous arriverez au niveau de cette banque privée, vous avez normalement droit à une gestion qui va être plus personnalisée, avec des offres plus larges. On parle souvent également, en termes marketing, dans la banque privée, d'architecture ouverte qui vous serait proposée. On y reviendra sur ce point. Et enfin, on a accès à un univers d'investissement qui peut être aussi plus spécifique au niveau de l'offre. Et oui, c'est le but, c'est-à-dire que si on passe de la banque traditionnelle à la banque privée, je le rappelle, par exemple, pour un exemple, BNP Paribas traditionnel, vous êtes client standard, et puis vous avez le BNP Paribas banque privée. Souvent, c'est l'étage du dessus, tout simplement, où vous allez retrouver la banque privée. Eh bien, si vous accédez à cette banque privée, vous allez avoir accès à une gestion qui est dite de patrimoine personnalisé. Mais posons-nous cette question-là. Mais à quel prix ces services sont-ils réellement proposés? Et c'est là qu'on va parler des frais cachés et des impacts que cela peut avoir sur votre patrimoine dans le temps. Alors déjà, quand on parle des frais cachés, il faut savoir que quand on va souscrire à une banque privée, quand on va être accompagné par un banquier privé, on va payer une convention banque privée tous les ans, c'est-à-dire qu'on va payer des honoraires tous les ans pour la gestion de notre patrimoine financier. Ces honoraires, ils peuvent être compris entre 1000 et infini, c'est-à-dire que ça dépend de votre patrimoine et de l'avoir que vous avez en banque. Point important par rapport à ça, certaines banques privées vont rajouter à ces frais de convention des frais d'entrée et des commissions de surperformance en fonction des gestions proposées. Sinon, dans tous les contrats d'assurance vie ou plan d'épargne retraite, vous retrouvez également des frais de gestion. Mais la banque privée va encore une fois se permettre de vous proposer des gestions pilotées ou des gestions sous mandat qui sont encore une fois surchargées en frais pour augmenter et accumuler de leur côté des frais. Est-ce dans l'intérêt client? On va le voir après. Est-ce que la performance est vraiment meilleure qu'une performance tout simplement sur une gestion passive ou une gestion active dans le long terme? On regardera ça après. En tout cas, en termes de frais, vous allez avoir plus de frais qu'en banque traditionnelle. Voilà, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que même si vous n'avez pas le chéquier à sortir à la fin de chaque rendez-vous avec votre banquier privé, cela a un coût d'être accompagné au niveau de cette banque privée et ça peut rogner effectivement sur la performance de vos placements. Si vous n'y faites pas attention, vous allez voir que effectivement ces frais peuvent devenir très importants et en tant que client, on ne s'en rend pas forcément compte. Eh bien, prenons un exemple, Guillaume. J'ai 300 000 euros d'épargne en banque privée. Si je suis chez BNP Paribas, je sais que j'ai des frais de gestion sous mandat si mon assurance vie est en gestion sous mandat. Prenons un exemple encore concret, 1% de frais de gestion sous mandat sur ces 300 000 euros. Et puis en plus de ça, je paye ma convention banque privée 2 000 euros par an. Au total, je paye 5 000 euros de frais supplémentaires sur ce contrat. Autant vous dire qu'il va falloir que la performance soit au rendez-vous parce que l'impact de ces frais me coûte 2% par an en moyenne. C'est stratosphérique. Exemple, 200 000 euros avec une performance de 4% sur 10 ans, c'est 296 000 euros au final. Alors que si j'avais ces 200 000 euros qui étaient investis sur les mêmes supports, mais avec 2% en moins de frais, eh bien j'aurais une performance à 6% sur 10 ans, c'est 358 000 euros donc au final de capital. Je le rappelle, ce n'est pas 40 000 euros de perdu, mais 52 000 euros de perdu du fait des intérêts composés ici.
Donc c'est important de comprendre que quand on a un patrimoine financier, les frais, il faut quand même y faire attention. On a beau vous vendre du rêve avec des performances qui peuvent être plus intéressantes, et on va le voir juste après, mais par contre, il faut faire attention à bien regarder la couche de frais qui s'accumule. Et là, en banque privée, on peut dire qu'il y a une certaine couche de frais. Et oui, et justement Jérémy, tu l'as évoqué, la question des performances qui finalement sont souvent en décalage avec ce qui a été annoncé au départ. Pourquoi ça ? Parce qu'on va souvent avoir des banques privées qui ne vont pas surperformer le marché. En raison, c'est les gestions qui sont proposées aux clients. Donc on oublie souvent la gestion conseillée, on va plutôt aller sur des gestions sous mandat, comme tu l'as dit au niveau des banques privées. Pourquoi ? Parce que d'une part, ça fait gagner du temps au conseiller banque privée qui va pouvoir s'occuper d'un portefeuille de clients plus important, car il n'a pas à suivre les investissements qu'il fait. C'est la banque d'investissement et le service sous gestion qui s'en occupe. Et en plus de ça, justement, la stratégie d'investissement va dépendre normalement de votre profil investisseur. On parle de profil sécurisé, équilibré ou dynamique. Et ce profil, justement, en banque, il est souvent trop conservateur et peu diversifié. On va avoir la majorité des gestions sous mandat qui sont sur des profils prudents ou équilibrés. Et derrière ça, la banque, elle va investir sur quoi ? Elle a normalement le choix sur une architecture ouverte pour aller sur tous les fonds de gestion de la place, sur des ETF, etc. Elle ne le fait pas dans la plupart des cas. Et si vous êtes aujourd'hui accompagné par un banquier privé et par une banque privée renommée, regardez votre contrat. Dans la plupart des cas, on a des produits maison à l'intérieur de ces gestions. Donc pour ne pas les nommer, si vous êtes chez BNP, vous aurez bien souvent des fonds gérés par la société de gestion de BNP, etc. Société Générale, c'est pareil. Crédit Agricole, c'est pareil. Toutes les banques font la même chose. Pourquoi ? Car c'est beaucoup plus rentable pour elles de vous proposer des produits maison que d'aller sur une réelle architecture ouverte. Et puis parlons-en, Guillaume, rentrons dans le détail, nous étions commissionnés pour vendre ce type de produits maison et on était moins commissionnés à la vente de produits externes. Donc c'est vrai qu'on a une pression plus importante en tant que banquier privé de vendre des produits qui sont spécifiques et qui sont désignés par la maison, pas forcément dans l'intérêt du client, je le rappelle. Comparer avec des indices de référence, comme l'a dit Guillaume, il faut vraiment comparer la gestion qu'on vous propose aux indices de référence. Concrètement, certaines gestions sous mandat peuvent être excellentes. Par contre, la plupart du cas, vous allez avoir des gestions sous mandat qui sont moins performantes que le marché financier. Et c'est pour ça que vous devez demander les 5 dernières années de performance à la personne qui vous propose la gestion sous mandat et faire une comparaison avec l'indice de référence de cette gestion sous mandat. C'est important de comprendre que cette performance, si on accumule des frais de 2% d'écart et qu'on a une performance qui est inférieure à 2% d'écart, eh bien on perd de l'argent par rapport à des indices sur le marché. Encore une fois, si on prend le même exemple, la performance de la plupart des gestions sous-performe le marché d'au moins 2% par an, voire plus. Ça, c'est réel, c'est concret, c'est des faits et c'est du chiffre qui vient de plusieurs analystes. On passe donc cette fois-ci à une performance de 2% vs 4% et donc à 200 000 euros sur 10 ans, ils deviennent seulement 243 000 euros. Je le rappelle, c'est même 200 000 euros sur 10 ans, ils auraient pu devenir 358 000 euros avec une performance à 6% par an en suivant le marché et en ayant moins de frais. Il y a donc une perte de 115 000 euros pour vous net en termes de pouvoir d'achat. Vous perdez 115 000 euros sur 10 ans. C'est stratosphérique. Ok, on a fait un bilan plutôt assez catastrophique pour la partie banque privée. On tape dessus parce qu'on a quitté la banque privée avec Guillaume parce qu'on était mécontent d'avoir cet intérêt client qui était de côté. Et c'est important de le rappeler, certaines banques privées peuvent être intéressantes, d'autres banques privées vont vraiment avoir une orientation qui est plutôt pour eux et non pas pour le client. Alors, quelles sont les alternatives pour mieux gérer son patrimoine, Guillaume ? Eh bien, les alternatives à la banque privée, elles sont assez larges, puisque soit on peut être accompagné par un CGPI, un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, qui va agir de manière indépendante dans le conseil, où là, on va pouvoir normalement, si on est face à un professionnel qui est honnête et qui travaille en toute transparence, avoir accès à un conseil de qualité qui sera personnalisé et qui vous offrira enfin cette fameuse architecture ouverte, car on est rattaché à aucun assureur spécifique. C'est par exemple notre cas avec Jérémy. Soit vous pouvez faire appel à un courtier qui vous vendra un produit d'assurance vie ou un produit en plan d'épargne retraite avec une gestion qui dépendra ici de sa qualité également en tant que professionnel du patrimoine. Attention, vérifiez toujours que vous ne retombez pas dans les mêmes travers que la banque privée, c'est-à-dire une assurance ou un PER qui appartient à la société pour laquelle ce courtier travaille avec des fonds qui ne seraient que des fonds maison. Ici aussi, ça existe, donc faites attention. Ou vous avez également l'option, pour les patrimoines bien souvent qui sont quand même conséquents, de faire appel à ce qu'on appelle un family office, où là, on travaille bien souvent sur des honoraires annuels qui vous sont demandés pour un suivi totalement indépendant, car ils ne sont pas
ici rémunérés par des rétrocessions, et ils peuvent vous faire un conseil personnalisé. Attention, le coût du Family Office peut être un coût qui est quand même important. Donc ça dépend bien sûr du patrimoine que vous avez de votre côté et du coup que vous voulez y mettre pour être bien accompagné. Donc vous le comprenez, vous avez énormément de possibilités qui s'offrent à vous. On n'a pas évoqué ça, mais il y a également les offres de banque en ligne par exemple. Ce qu'il faut regarder concrètement, c'est faire un comparatif des avantages et inconvénients pour chacune des options. Les frais, certes, c'est important. Il faut surtout regarder la performance qui vous est obtenue par le conseiller auquel vous avez fait appel. Donc on regarde d'une part les frais, on regarde la performance, et je vous le dis, il faut parfois mieux avoir 2% de frais de gestion si ça vous offre une performance de 6 ou 7% que d'avoir 0,80 à payer pour une performance de 2 ou 3%. Donc ça, il faut bien regarder l'antériorité, les performances passées, même si elles ne présagent pas toujours des performances futures, c'est important de le mentionner également. Eh bien, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on doit regarder donc la performance nette de frais. C'est là que la comparaison se fait. Et donc, quand vous regardez la performance nette de frais, vous devez comparer cette performance aux indices des marchés en fonction de la gestion que vous avez. Concrètement, si vous avez 40% de fonds en euros et 60% d'actions, vous ne pouvez pas vous comparer à une gestion 100% actions et donc à un ETF 100% actions. Vous devez isoler les deux et comparer vraiment les 60% d'actions, la performance des 60% d'actions par rapport à l'indice et par rapport au marché. Ensuite, vous regardez le coût que ça vous coûte, cette performance, et si celle-ci ne vous coûte pas trop cher pour une surperformance par rapport au marché, alors vous êtes avec un bon conseiller. Pour vous donner d'autres arguments dans votre comparaison que vous aurez à faire, rappelez-vous que chacun des conseillers auxquels vous devez vous adresser doit de son côté vous offrir une transparence totale. Transparence au niveau des frais sur les contrats sur lesquels vous allez investir, transparence au niveau de sa rémunération, comment est-ce qu'il se rémunère pour l'accompagnement qu'il vous propose, et enfin, faites attention à la gestion qu'il vous propose. On vous encourage à avantager davantage la gestion conseillée, si le conseiller vous le propose, il faut aller sur cette option-là, que la gestion déléguée ou gestion sous mandat, car on reviendrait dans les mêmes travers que ce qu'on voit en banque privée ou chez des conseillers qui ne proposent que ça, c'est-à-dire une gestion qui rajoute des frais sur les frais de gestion du contrat, mais également qui, bien souvent, va sous-performer le marché. Pourquoi ? Car dans ces gestions-là, on est entre guillemets obligé de faire des arbitrages de manière importante pour justifier une gestion, pour justifier des frais, ce qui fait que le gérant doit prendre des décisions qui vont souvent être faites sur quelques mois et non pas sur le long terme. Et on le rappelle, le long terme, c'est ce qu'il y a de plus important quand on veut mettre en place une stratégie d'investissement. Alors maintenant que vous avez tous les éléments en main, on vous conseille fortement d'aller voir votre banquier privé, si vous êtes en banque privée, et de faire le point avec lui. Et si la gestion que vous n'avez n'est pas performante, quittez la banque privée. Cela vous rapportera beaucoup plus d'argent d'être en dehors de la banque privée, d'être accompagné par un conseiller en gestion de patrimoine, que d'être en banque privée et d'être mal accompagné ou tout simplement accompagné comme n'importe qui, c'est-à-dire avec l'offre maison qu'on doit tous vendre. Point important, il existe de très très bonnes banques privées, des excellentes banques privées même, et puis il existe des très mauvais conseillers en gestion de patrimoine également. Donc il faut vraiment que vous fassiez votre propre comparaison uniquement sur les 5 dernières années. Concrètement, vous pouvez demander au courtier ou au conseiller qui vous accompagne ses performances des dernières années et comment lui, il a pu travailler avec ses clients. Normalement, le courtier, le banquier ou le conseiller qui vous accompagne doit être ultra transparent. Est-ce que Guillaume, tu as un dernier point qui te vient à rajouter par rapport aux banques privées ? Un dernier élément pour nos auditeurs, si vous voulez faire attention justement à ces frais, sachez que chaque année, la banque ou la banque privée est obligée de vous envoyer un récapitulatif complet de l'ensemble des frais. C'est seulement à ce moment-là que vous pouvez faire un point global sur votre situation, sur les frais que vous donnez à la banque chaque année, et vous vous rendrez compte justement de l'impact de ces frais-là sur votre performance. Et rien ne vous empêche de contacter votre conseiller pour essayer de négocier ces frais et peut-être obtenir une ristourne de votre banquier. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode consacré au dessous de la banque privée. Comme nous l'avons vu, si ces établissements peuvent offrir un accompagnement personnalisé, les frais qu'ils facturent et les performances souvent décevantes doivent nous pousser à réfléchir à 2 fois avant de nous engager. Il est essentiel de garder à l'esprit que des solutions alternatives, souvent plus transparentes et moins coûteuses, existent aujourd'hui et permettent d'obtenir des résultats plus en phase avec nos objectifs patrimoniaux. Allez, on est à la fin de cet épisode. On vous le rappelle, si vous nous écoutez chaque semaine et que vous n'êtes pas encore abonné, eh bien on vous invite à le faire. Et n'hésitez pas à nous laisser un avis 5 étoiles. Vous le savez, ça nous aide énormément pour gagner en visibilité et pour vous proposer toujours plus de contenu intéressant, on l'espère. Et justement, si vous voulez aller plus loin, allez écouter notre épisode 90, investir 50 000 € de manière intelligente et rentable.